Alors, comment on devient maçon? C'est bien ça la question, hein. Oui. Non, mais c'est vraiment facile de devenir franc-maçon. Alors, vous présentez un CV, on voit quel est votre niveau d'études, hein, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même un peu Mais si vous n'avez pas fait des études, vous Ah, mais êtes si vous n'avez pas fait chaud. d'études, on peut pas vous accepter, c'est clair. Bien sûr. Vous êtes sûr qu'en Afrique, Jacques, vous pouvez rebondir, en Afrique, tous ceux qui sont maçons ont fait des études? Ah, ils ont un niveau, absolument. Ils ont un niveau, ils sont licenciés, ils sont, sont des docteurs ou sont des agrégés. Vous êtes Non, sûr? Vous êtes vraiment sûr? si vous n'avez pas un cursus universitaire, vous ne pouvez pas accéder à la maçonnerie, c'est clair. Jacques? Oui, l'autre question, permettez-moi, docteur Mouketou, de poser cette question. Je crois que les auditeurs veulent savoir. Je suis un peu gêné avant de poser cette question, mais je vais la poser quand même, puisque ce n'est pas toujours qu'on a un franc-maçon en face de nous, hein. La question est très simple. Certaines personnes, à tort ou à raison, disent que la franc-maçonnerie contribue à la propagation de l'homosexualité. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la franc-maçonnerie contribue à la propagation de l'homosexualité, c'est ça? C'est ça, oui. Bon, vous savez, je le disais tantôt, moi j'ai grandi à Brazzaville. La première loge maçonne à Brazzaville a été construite par le Grand Orient de France en 1912. Et quand moi j'étais jeune, on me disait... Chaque dimanche à 19h GMT, soyez branchés sur le 3xAfrique2050.com au rendez-vous médiatique dans l'émission L'heure de vérité d'Afrique 2050. Docteur Jean-Aimé Mouketu reçoit en direct celles et ceux qui font l'actualité politique, diplomatique, économique, sociale et culturelle de l'Afrique et dans d'autres continents avec un panel riche des intervenants. Pour nous écouter en direct, c'est le 3xAfrique2050.com. L'émission L'heure de vérité est retransmise également en direct sur les pages Facebook du docteur Jean-Aimé Mouketu. Merci pour votre fidélité depuis plusieurs décennies. C'était fait, donc, comme je le disais, un ancien haut fonctionnaire du Congo-Brazzaville et très jeune, vous êtes rentré dans l'administration congolaise. Vous avez occupé plusieurs fonctions, y compris sur le plan politique. Enfin, je voudrais signaler à nos auditrices et auditeurs que vous êtes le très puissant souverain grand commandeur et à cet effet, vous avez pris part à plusieurs rencontres sur la maçonnerie et vous êtes un acteur actif pour la recherche de la paix. Et enfin, vous êtes marié et père de plusieurs enfants. Voilà donc la présentation de notre invité, M. Joseph Badila. Alors, M. Joseph Badila, comment allez-vous? Est-ce que cette présentation vous convient? Le plus important, c'est l'échange que nous allons avoir avec vos éditeurs et vos éditrices. Bien. Donc, cette présentation vous convient bien? Bon, ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas l'essentiel. Alors, mais en parcourant votre CV, j'ai vu que vous êtes membre fondateur du GOLAC. Que veut dire ceci? Oui, le GOLAC, en fait, c'est la première obédience. Cela veut dire Grand Orient, plutôt associé au Congo, parce qu'en fait, le Grand Orient, parce que
nous avons implanté l'étendard maçonnique, mais il a fallu près de 4 ans pour créer une obédience parce que ce n'était pas facile. Nous étions dans un système marxiste et le marxisme et la maçonnerie ne font pas bon ménage. Mais il faut reconnaître qu'ils nous ont tolérés, hein, puisque nous avons pu travailler et puis créer l'obédience. Et donc, à partir de ce moment-là, nous avons mis en place les institutions. Alors, j'ai été grand maître, c'est pour cela que dans la présentation, il y a eu cet effet au départ. J'ai été grand maître, c'est-à-dire que le grand maître, c'est celui qui a en charge l'institution qu'on appelle le Conseil de l'ordre. On l'appelle aussi président du Conseil de l'ordre sur le plan administratif, parce qu'il y a les loges. Les loges ont pour charge, ont pour mission de former le maçon. Et le Conseil de l'ordre a pour mission d'administrer, n'est-ce pas, la structure maçonnique. Et donc, quand je dis que j'ai été très puissant souverain grand commandeur, au-dessus des loges, ce que nous appelons les loges bleues, disons qu'on appelle les loges bleues, il y a les loges du degré supérieur et celui qui a en charge de diriger les ateliers du degré supérieur, on l'appelle le très puissant souverain grand commandeur, donc c'est celui que j'ai été et aujourd'hui je suis descendu de charge. D'accord. Bien, merci pour toutes ces précisions, Monsieur Joseph Badiela. Je voudrais aussi demander votre regard. Hein. Quel regard portez-vous en tant que citoyen africain sur la gestion de la crise malienne, la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire et la situation sociopolitique en Afrique centrale, c'est-à-dire au Gabon, en République centrafricaine, au Congo-Brazzaville, en République démocratique du Congo, au Cameroun, etc. Alors, commençons d'abord par le Mali, comme vous l'avez souhaité. Bon, il ne faut pas oublier que le Mali, il n'y a pas encore si longtemps, c'est un pays qui, eût été l'intervention de la France, aurait perdu sa souveraineté. Donc, sans l'intervention de la France, le Mali ne devait pas exister aujourd'hui. Et à quoi sert l'Union africaine et toutes les armées qui sont dans le continent africain? Non, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Ce sont les Maliens qui l'ont dit, qu'il n'eût été l'intervention de la France, peut-être. Le Mali était sérieusement menacé par les groupes qui sont de l'autre côté, qui sont ce qu'on appelle les djihadistes, hein, ça il ne faut pas non plus l'oublier. Et donc il y a eu des accords qui sont passés entre le Mali et la France. Bon, ces accords existent encore. Ces accords, il y a des pays d'Europe, comme des pays africains, qui se sont constitués en des groupes de réflexion et en des groupes qui œuvrent pour qu'effectivement la paix revienne. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a comme le Mali est pris dans un piège, parce qu'en même temps qu'il lutte contre, n'est-ce pas, les ennemis de l'extérieur du système, mais il y a aussi le Mali, pour ne pas dire le gouvernement, en face, n'est-ce pas, nous assistons à ces derniers temps à des marches sur la capitale. Et donc, c'est quand même une situation, et quand on voit la configuration géographique du Mali, c'est quand même une situation, si nous prolongeons, qui risque de déstabiliser quand même l'ensemble de la sous-région. Et donc, il faut quand même, c'est une très bonne chose d'ailleurs que les États autour du Mali l'ont compris, puisqu'on a bien vu que quand il y a eu les derniers soulèvements, c'est quand même tous les chefs d'État, tous les gens qui sont partis, enfin, un grand nombre, je crois que c'était 4 ou 5. Ils sont partis pour essayer de trouver des solutions. Bon. Les dernières informations, on apprend que ce soit celui qui est à la tête de l'opposition, le président Ibeka a demandé que la paix essaie de revenir, que la paix revienne dans la cité pour essayer de trouver des solutions. Et moi, je pense qu'il y a tout intérêt à ce que le Mali retrouve effectivement la calmie, retrouve la paix, et que les gens se retrouvent au table pour essayer de trouver un compromis ou un consensus. Mais la solution, en tout cas, n'est pas la situation de la guerre, ce n'est pas la solution. D'accord. Au moins, au niveau de la capitale, j'entends, entre le gouvernement et l'opposition. Moi, je
crois qu'il faut se retrouver autour d'une table, et puis avec le concours, bien entendu, des pays de cette sous-région, trouver des solutions qui soient des solutions qui permettent au Mali de retrouver la sécurité et de retrouver l'attitude dans la région du Sahel. D'accord. Alors, maintenant, par rapport à la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire aussi, là aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a une dizaine d'années, dans quelle situation s'est retrouvée la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il faut s'estimer quand même heureux que, bon, il y a eu l'accalmie pendant 10 ans. Alors, quand on voit aujourd'hui, il y a de l'agitation, il ne faut pas non plus le sous-estimer. Et j'espère tout simplement qu'en tant que maçon, que la sagesse va gagner le cœur de ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire, mais aussi le cœur de ceux qui... remplissent les conditions pour aller aux élections, parce que dans nos pays, les guerres proviennent de ce que nous ne sommes pas capables d'interpréter la Constitution telle qu'on devait l'interpréter. Et c'est ça qui est à l'origine de tous les maux. Parce que là, pour certains, le président Ouattara ne peut pas se représenter, ne peut pas faire un troisième mandat, soi-disant, c'est la Constitution qui le dit. Pour d'autres, ils pensent que le président Ouattara peut se représenter. Alors, vous voyez, il faut à un moment donné lire la Constitution, prévoir la Constitution. Voilà. Je crois que si tout le monde a la même compréhension, a fait la même lecture et la même compréhension de la Constitution, je pense que la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, va préserver la paix. Et c'est le souhait, parce que c'est quand même la tranquillité en Côte d'Ivoire génère la tranquillité aussi au niveau de la sous-région. Et puis, la Côte d'Ivoire, c'est quand même la locomotive économique de cette région. Bon, il y avait le troisième. Alors, au niveau de qu'est-ce que les maçons pensent au niveau de l'Afrique centrale? Alors, l'Afrique, c'est le paradoxe, en fait. Voilà la partie, disons, la plus riche de l'Afrique. Et malheureusement, c'est celle qui est la plus secouée. Alors, pour quelle raison? Je crois que tout le monde peut trouver les raisons pour lesquelles cette partie est toujours restée, disons, dans un contexte très, très, très difficile. Quand on prend par exemple la Centrafrique, j'espère que la paix, même si elle est fragile, j'espère qu'en tout cas la paix va absolument, disons, ceux qui ont en charge aujourd'hui la direction des affaires publiques en Centrafrique, j'espère qu'ils vont avoir la perspicacité de pouvoir ramener la paix dans le pays. Bon. La RDC, on voit bien qu'au départ, on pensait qu'avec l'arrivée de Tshisekedi et puis le départ de Kabila, peut-être que la RDC allait trouver un moment d'accalmie, mais là, on voit que le navire commence à tanguer. Bon. Au niveau du Congo-Brazzaville, le Congo-Brazzaville qui a connu des événements malheureux en 2016, puisque ça a été la période électorale. Là, la période électorale approche, puisque il y a des élections qui, en principe, sont programmées pour 2021. Mais est-ce qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, la crise, bon, et puis de l'autre côté, il y a ceux qui demandent le dialogue avant d'aller à ces élections. Est-ce que là aussi, est-ce que le pouvoir en place et l'opposition ou les oppositions trouveront un modèle pour qu'effectivement tout ça se passe par là? Je crois qu'aujourd'hui, le vrai problème, il faut qu'au niveau de l'Afrique centrale, puisque la crise que nous sommes en train de traverser, parce qu'on n'est pas encore sorti de cette crise, avec la crise que nous sommes en train de traverser, je crois qu'il ne faut plus rester dans des vieux schémas. Je crois qu'aujourd'hui, l'intérêt, c'est de voir comment soulager les populations. Parce qu'après tout, quand on a accès au pouvoir, l'intérêt, c'est de voir comment on peut soulager la population. Or, malheureusement, il se trouve que, notamment au niveau de l'Afrique centrale, tous les systèmes sont cadenassés, les gens ne peuvent pas s'exprimer, l'initiative privée n'est pas libérée, et vraiment, c'est une période, c'est un contexte extrêmement difficile.
Mais ce n'est pas avec ce contexte-là qu'on peut sortir de la situation dans laquelle se trouve l'Afrique centrale aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais dans tous les cas, je reste disponible si toutefois vous souhaitez revenir sur l'Afrique centrale. Bien, merci Monsieur Joseph Badila. Alors, je voudrais aussi rappeler à nos auditrices et auditeurs que vous êtes un des grands maçons de l'Afrique centrale. Et je voudrais vous interroger. Je ne suis pas grand. Il n'y a pas de grands maçons chez nous. Vous êtes peut-être modeste. Vous êtes modeste, c'est l'information que j'ai reçue en préparant cette émission. Merci. L'une des mauvaises, Monsieur Joseph Badila, je voudrais vous dire ceci, que l'une des mauvaises caractéristiques de notre société actuelle, c'est-à-dire l'Afrique noire, est le manque d'estime de soi qui conduit à la méchanceté, vous me permettez le qualificatif, ambiante. Alors, qu'en pensez-vous? Et comment décrivez-vous cette société? Et quels sont les défauts et les qualités que vous trouvez à cette société? Alors, vous parlez de la société, vous parlez de la diaspora ou de quelle société vous voulez parler? Diaspora, Afrique noire, l'Afrique noire de façon générale. Commençons par la diaspora. Moi, je pense que le vrai problème de la diaspora, c'est qu'aujourd'hui, autrefois, nous, quand nous venions ici, nous venions en formation. Bon, quand on avait fini la formation, on repartait en Afrique parce que l'Afrique savait reconnaître les connaissances des uns et des autres. Et donc, vraiment, on était bien dans nos têtes. On se disait, j'ai eu un diplôme, je rentre chez moi. Aujourd'hui, ce n'est plus la même. On n'est plus dans le même cas de figure. Vous avez ceux qui viennent pour la formation, ça c'est un point. Vous avez ceux des exilés qui ont quitté leur pays parce que impossible de vivre dans leur pays pour des problèmes de guerre, pour des raisons politiques. Et puis il y a ceux qui ont fait le choix de vivre en France ou à l'étranger, parce que tout simplement, c'est là où ils ont trouvé le bonheur. Ça, bon, c'est un choix. Alors, le vrai problème, c'est que dans ces trois groupuscules, l'entente cordiale est difficile. Et c'est ça qui crée justement le malentendu ou les malentendus. Et quand on arrive aujourd'hui à ce problème politique, parce que aujourd'hui il y a une préoccupation, et on a dit tout à l'heure, que ce soit au niveau de l'Afrique centrale, que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire, les politiques sont aujourd'hui au centre de nos préoccupations. C'est ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, parce que c'est bien beau de vivre à l'extérieur, aux États-Unis ou en France. Mais si nos pays ne retrouvent pas la sérénité, c'est pas demain que ceux qui ont fait le choix de vivre en France vont rentrer chez eux. Alors, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on peut demander aux uns et aux autres, franchement, c'est de transcender les querelles. De transcender les querelles, créer les conditions pour que les uns et les autres puissent s'asseoir autour d'une table, juste pour voir déjà comment on peut créer. Par exemple, quand je parle de la communauté congolaise, notamment, ou de la communauté centrafricaine, comment déjà au départ cette communauté peut retrouver la sérénité. Parce que si une communauté ne retrouve pas la sérénité, il serait difficile qu'au niveau des communautés africaines vivant à l'extérieur, on puisse trouver la sérénité. Or, si les cadres, les élites qui sont à l'extérieur, parce que nous avons des élites, c'est des gens qui ont fait des études, c'est des ouvriers qui sont spécialisés, etc. Moi, personnellement, je pense que cette élite a quelque chose à apporter à son pays. C'est ça aussi le rôle de toutes les diasporas. Quand on voit, par exemple, la diaspora juive, quand on voit la diaspora, par exemple, corse, on a dit que la diaspora qui est à côté, mais toutes les diasporas ont une ambition. Toute diaspora a une ambition. L'ambition, c'est d'être non seulement utile dans le pays dans lequel il travaille, mais aussi d'être utile, avoir le prolongement dans le pays dont il est originaire. Or, aujourd'hui, malheureusement, et moi je parle surtout là de ce que j'observe à Paris, quand vous parlez des méchancetés, c'est parce qu'aujourd'hui, effectivement, au niveau des diasporas, il y a qu'à entendre sur les réseaux. Bon, il y en a qui
s'accuse de sorcellerie. Bon, je ne sais pas ce mot-là. Quand on vit en France, quel sens, quelle connotation on donne à ce mot-là? Parce que franchement, vivant en France ou en Europe, et qu'on s'attarde encore sur des mots comme la sorcellerie, ça veut dire que vraiment les gens n'ont rien compris. Bon. Alors, quand vous ajoutez à ça la question politique qui divise les uns et les autres, franchement, elle est méchante. Provient de là. Alors moi, sur le mot méchanceté, j'espère que la diaspora, franchement, quand je parle de la diaspora africaine en général, va transcender toutes ces divisions et trouver un consensus pour que... Parce qu'il faut des compromis. Dans la vie, si vous n'avez pas de compromis, c'est difficile de pouvoir cheminer ensemble. Voilà. Bien. Si j'avais quelque chose à dire sur la méchanceté, en tout cas, c'est ça. Il faut créer les conditions pour que cette méchanceté s'éloigne et que les gens aient plutôt à l'esprit la construction. Or, la construction, on ne peut pas la faire dans l'agitation, ce n'est pas possible. Bien. Merci, Monsieur Joseph Badila. Chères auditrices et auditeurs, en préparant, puisque nous allons passer à la troisième partie de notre émission sur le thème que je vous ai présenté au début. Donc, nous allons voir le rôle de la franc-maçonnerie et des élites au développement en Afrique. Nous allons prendre le cas de l'Afrique francophone ou bien l'Afrique de l'expression française. Alors, donc je disais, chères auditrices et auditeurs, en préparant cette troisième partie de notre émission sur la contribution de la franc-maçonnerie et des élites au développement en Afrique, le cas de l'Afrique de l'expression française, j'ai reçu deux réactions. Je dis bien, j'ai reçu deux réactions venant de quelques amis d'origine africaine et européenne. D'après certaines réactions venant des non initiés à la matière, je cite, voilà ce qu'ils m'ont dit. Attention, docteur Mouketou, la thématique sur la franc-maçonnerie risque de créer beaucoup de remous. C'est assez dangereux d'en parler. Il faut éviter des thématiques qui peuvent fâcher même dans votre camp de la résistance ou de l'opposition. Cependant, les élites franc-maçonnes ont été contradictoirement très ouvertes quant à l'idée d'organiser un débat ou une émission sur la contribution des élites de leur camp au développement en Afrique. Je voudrais vous rappeler que l'objectif d'Afrique 2050 et de la radio PDCI RDA, c'est de mener une interview avec une fonction pédagogique, politique et philosophique. Le sujet sur l'apport des élites et des francs-maçons demeure d'actualité à l'échelle planétaire et encore plus et particulièrement en Afrique noire. Nous allons interroger notre invité, M. Joseph Badila, ancien grand maître, même s'il ne veut pas qu'on lui présente ainsi, mais ce sont des informations que j'ai reçues, ancien grand maître, ancien grand commandeur maçonnique qui a bien voulu contribuer au débat en rapport avec notre problématique. La franc-maçonnerie, chères auditrices et auditeurs, aurait pris place en Afrique à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Pour les populations et élites africaines, la franc-maçonnerie, c'est un ordre de pensée dit philosophique et mystérieux. Quant aux initiés, c'est-à-dire les francs-maçons, pour eux, la franc-maçonnerie renvoie à l'idée des traditions, des bâtisseurs. Ça renvoie aussi à l'imaginaire de l'ordre des Templiers, de la chevalerie du Moyen-Âge, de l'esprit des Lumières, de la fraternité, de l'ésotérisme, de la Renaissance, du positivisme scientifique. Le positivisme scientifique, on peut dire, de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle. Et par conséquent, de la laïcité et du républicanisme. Alors, ainsi, si l'on croit
si l'on en croit un article qui a été publié par M. Vincent Nouzil, paru dans le journal français Le Figaro du 19 juillet 2012, intitulé « Les secrets des francs-maçons », je cite, « Par ses mystères et la multiplicité de ses paradoxes, la franc-maçonnerie intrigue toujours les profanes. Réputée anticléricale, elle conserve précisément des références bibliques. Rationaliste, elle cultive le secret. Respectueuse de rites ancestraux, elle refuse les certitudes. » Alors, nous allons nous poser quelques questions. Contrairement au rôle qu'elle a joué en Europe, en Amérique du Nord, où nous sommes, quel est l'apport des élites et des francs-maçons dans le développement de l'Afrique francophone? La particularité de la franc-maçonnerie africaine a fait, chères auditrices et auditeurs, développer le concept d'afro-maçonnerie. Comment expliquer alors cette particularité? Doit-on penser à des différences dans sa pratique concrète sur le terrain? Pourquoi l'idée de la franc-maçonnerie pose-t-elle un problème en Afrique noire? Dans cette dernière partie, que nous allons donc explorer ensemble avec notre invité, nous allons débattre du lien entre les élites, la société et la franc-maçonnerie. Alors, Monsieur Badila, oui, je voudrais avoir un débat direct. Et je sais que vous avez cette pertinence et que vous allez nous apporter, comme je disais, plusieurs réponses aux questions que je vais vous poser. Premièrement, qu'est-ce qu'une élite? Qu'est-ce que la franc-maçonnerie? Comment s'effectue le recrutement au sein de la franc-maçonnerie? Bien. Ben, je vous remercie. Hein. Mais, non, moi, je suis très heureux de participer à votre émission parce que, vous savez, la franc-maçonnerie est probablement le sujet qui divise de par le monde, hein, pas seulement en Afrique. Hein. Moi, j'en ai entendu ici aussi, notamment dans un pays quand même où pratiquement tous les ans, il y a des articles qui sont publiés par la presse française. Mais cela suscite beaucoup d'écrits, beaucoup de dénigrements. Alors, aujourd'hui, notamment en Afrique, tous les mots d'Afrique proviennent de la maçonnerie. Non, moi, je pense qu'il faut clarifier les choses. Ce que je voudrais d'abord dire, je voudrais d'abord m'adresser par le truchement de votre radio ou de votre média à l'élite qui se trouve à l'extérieur. Parce que je ne comprends pas que des gens qui ont fait des grandes écoles ou qui ont fait des études moyennes, qui vont à l'étranger, notamment en Europe, ne soient pas en capacité et qu'ils aient leur curiosité pour connaître, pour au moins savoir pour savoir ce que c'est que la franc-maçonnerie. Enfin, peut-être pas savoir, mais au moins avoir une idée. Parce que moi, je vais vous dire la chose. Si je suis devenu franc-maçon, c'est parce que j'ai grandi dans une ville qui s'appelle Brazzaville. À l'époque, déjà, on parlait déjà de la maçonnerie au Congo-Brazzaville parce qu'il y avait un temple à l'époque, sous les colons. Donc, quand je suis arrivé en France, la première des choses que j'ai faites, c'est de chercher au moins, disons, un endroit où je pouvais accéder aux écrits sur la maçonnerie. Bon, à l'époque, les bibliothèques, il n'y en avait pas beaucoup. Enfin, il n'y en avait même pas qui vendaient des ouvrages maçonniques. Et je suis allé au Grand Train de France. C'est à partir de ce moment-là que finalement, je me suis décidé d'y aller. Parce que, vous savez, ce que vous m'aviez vu là, par exemple, concernant les mystères, les anticléricaux, et ça, c'est la maçonnerie du XXe siècle, c'est-à-dire qu'à un moment où l'Église a cru que la maçonnerie était devenue un concurrent de l'Église, alors on a boutiqué, on a inventé un certain nombre de choses pour que finalement la maçonnerie devienne, qu'on diabolise la maçonnerie. Mais la maçonnerie, elle est intellectuelle. Moi, monsieur le journaliste, je vous mets au défi, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en France, sillonnez toutes les bibliothèques du monde. Là où on parle de la maçonnerie, vous ne trouverez pas le mot sorcellerie. Ce n'est pas dans nos pratiques. La maçonnerie, elle est intellectuelle, elle est humaniste.
elle est essentiellement philosophique, philanthropique et progressiste. Et progressive, je voulais. Donc ça n'a rien à voir avec tout ce que nous apprenons dans la cité. Aujourd'hui, en Afrique, dès qu'il y a quelque chose, même dans les familles, c'est pas ça. Écoutez, moi j'appartiens à une famille en Afrique. Tout le monde sait que je suis franc-maçon. Allez demander dans ma famille si j'ai écouté quelqu'un comme pour le répondre à l'expression habituelle. Non, il faut arrêter ça. La maçonnerie est née en Europe. Il est né au XVIIIe siècle parce que dans un pays qui sortait de la guerre, c'est l'Angleterre. Et ce pays, du jour au lendemain, où la maçonnerie est née là-bas, parce qu'il y a eu, au sein de la maçonnerie, et pas des moindres, c'est quand même des Newton, c'est des gens qui ont façonné le monde. Et à partir de ce moment-là, l'Angleterre est devenue le phare qui a éclairé l'Europe. Et donc, tout ce qu'on appelait couramment, n'est-ce pas, les philosophes du siècle des Lumières, ou ceux qui faisaient la politique en France, comme les Mirabeau, comme, vous savez, un monsieur comme Napoléon, quand Napoléon arrive à France et qu'il se passe en Angleterre, il fait le déplacement de l'Angleterre. Mais il n'est pas maçon et il lit beaucoup les écrits sur la franc-maçonnerie et il est intéressé par la franc-maçonnerie. Et quand il arrive ici, c'est à partir de ce moment-là qu'ils sont tous des maçons et qui ont, en quelque sorte, participé à la réussite, si je peux appeler ça la réussite, de Napoléon. Il était entouré de maréchaux, sur la dizaine de maréchaux qu'il avait. La grande majorité, c'était les francs-maçons. Ceux qui ont créé, par exemple, le Code civil, hein, comme Cambacérès, mais c'était des francs-maçons. Bon, quand vous prenez l'exemple des États-Unis, mais les États-Unis, quand vous voyez, par exemple, la monnaie, le dollar, il y a des insignes maçonniques. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, la maçonnerie, vraiment les États-Unis a été la création des francs-maçons, dans la grande majorité. Vous prenez la France. Sauf en 1789, quand il y a eu la Révolution française, mais quand vous voyez, par exemple, toutes les transformations qui ont eu lieu en France, que ce soit dans le cadre du syndicalisme, que ce soit sur le plan politique, il y a eu, ce ne sont pas des obédiences qui ont été dans les partis politiques ou ailleurs, ce sont des maçons qui se sont retrouvés là. Hein. Quand vous voyez, par exemple, le Parti radical de France, c'était le premier parti de France organisé, eh bien, ce parti est sorti des loges maçonniques. Hein. Quand vous voyez, par exemple, ce qu'on appelait le Front populaire qui a permis au courant socialiste d'accéder pour la première fois. Oui, mais monsieur Badila, je vous ai posé trois questions précises. Qu'est-ce qu'on entend par une élite? Qu'est-ce que la franc-maçonnerie et comment s'effectue le recrutement au sein de la franc-maçonnerie? Mais très rapidement. Non, mais parce que je vais revenir sur la question. Tout simplement pour donner des exemples comme ça. Parce que ceux qui ont construit ou qui ont apporté des transformations, que ce soit en Angleterre, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, ce sont les élites. Parce que l'élite, c'est qui? L'élite, c'est le meilleur de celui qui est dans une activité. Parce que quand vous êtes dans une activité, vous avez pour être des ingénieurs, vous avez pour être des chimistes ou des... Mais il y a les meilleurs. L'élite, c'est ça. Hein? Mais l'élite, c'est pas forcément avoir un doctorat ou avoir une licence. Le paysan si vous êtes dans un village, les gens produisent du cacao. Si les gens produisent 6 tonnes de cacao, et que vous avez quelqu'un qui en produit, lui, une trentaine de qualités du bon cacao, c'est l'élite. L'élite, c'est celui qui a dit, comme l'a dit Camus, celui qui permet l'essor de la société. C'est ça l'élite. D'accord, justement. Nous pensons que... Alors, justement, parce que la maçonnerie, c'est quoi, justement? Voilà. La maçonnerie, c'est le lieu où les gens vont pour des connaissances. Mais les connaissances, c'est quoi? C'est la philosophie, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose que les préceptes philosophiques. Moi, je vous dis une chose. Vous croyez vraiment que si la maçonnerie c'est le lieu où le creuset des sorciers ou des malfaiteurs... On reviendra sur cet aspect. Et comment s'effectue le recrutement? Comment s'effectue le recrutement au sein de la maçonnerie? Non, je veux vous
dire la chose suivante, puis je vais répondre à la question. Pardonnez-moi, on reviendra. J'ai prévu des questions sur le point que vous voulez développer. Je voudrais savoir comment vous avez présenté qu'est-ce que c'est la franc-maçonnerie. Et maintenant, je voudrais savoir comment s'effectue le recrutement au sein de la franc-maçonnerie. Mais le recrutement, d'abord, il faut quand même avoir un certain niveau qui vous permette d'accéder. C'est-à-dire? Un niveau d'accéder à la culture maçonnique, c'est une culture, la maçonnerie. Oui, mais c'est quoi une culture maçonnique? Mais la culture maçonnique, c'est quoi? C'est la culture maçonnique. Le mythe fondateur de la maçonnerie, c'est la culture judéo-chrétienne. Et quand vous arrivez à la maçonnerie, à un moment donné, vous allez retrouver la vie de Jésus, par exemple. Mais Jésus, en tant qu'homme, pas en tant que divin, nous ne sommes pas dans Jésus, dans le religieux de Jésus. Nous sommes dans Jésus en tant qu'homme qui est venu avec un message. Le message de Jésus, c'est aimez-vous les uns les autres. C'est l'amour. Et à partir de ce moment-là, vous travaillez, vous étudiez ce que c'est que l'amour, etc. Bon, il y a également toujours dans le cadre du mythe fondateur de la maçonnerie, puisque je vous ai dit que le mythe fondateur de la maçonnerie, c'est la culture judéo-chrétienne. Mais dans la culture judéo-chrétienne, vous verrez dans la Bible qu'il y a la constitution. Donc j'ai retenu que pour être recruté au sein de la franc-maçonnerie, il faut avoir une certaine culture maçonnique. Alors, voilà. On va essayer. Pour accéder, excusez-moi, pour accéder par exemple à la philosophie, parce qu'une fois que vous êtes là-dedans, c'est la philosophie, la matière première. Mais vous avez, par exemple, si vous voulez disserter par exemple sur Emmanuel Kant, il faut quand même avoir un niveau être à un certain niveau pour pouvoir accéder à cette philosophie. D'accord. Bon, voilà. Nous travaillons quand même sur des préceptes philosophiques. D'accord. On va essayer d'avancer, Monsieur Badila. Merci en tout cas pour votre présence et je voudrais aussi remercier nos auditrices et auditeurs qui sont toujours nombreux à l'échelle planétaire, qui nous suivent donc en direct sur Afrique 2050 depuis les États-Unis et Radio PDCI depuis la Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur Badila, je voudrais vous poser la question suivante, sous forme de deuxième question. Comment savoir que telle élite n'est pas franc-maçonne? Faut-il croire que la majorité des élites est systématiquement franc-maçonne? Non, la majorité, non. Parce que ne croyez pas que les francs-maçons recrutent à tout vent ou recrutent à l'appel. Non. Nous ne sommes pas... on recrute, comme je l'ai dit, en fonction de votre capacité d'accéder à cette culture. Mais il y a aussi le fait qu'il faut quand même jouir d'une... On dit chez nous, on vous demande si vous êtes un homme libre de bonnes mœurs. Bon. Alors, évidemment, je sais là où ce qui préoccupe très souvent les gens. Oui, mais comment se fait-il que vous êtes l'élite? Comment se fait-il que vous êtes des hommes libres et de bonnes mœurs? Et puis quand on voit dans la cité comment les gens se comportent. Ça, c'est des questions qui me reviennent souvent lorsqu'il m'arrive de donner des conférences sur la formation. Moi, je dis la chose suivante. Vous prenez par exemple un pays. Je ne cite pas de pays. Bon. Aujourd'hui, les loges existent dans les capitales africaines. Si vous avez, admettons, 700 francs-maçons, et que dans la cité, on ne parle que de 3 maçons, ou de 4 maçons, ou de 5 maçons, parce qu'ils sont au pouvoir. Mais vous voyez que vraiment le chiffre est insignifiant. Vous voyez seulement les maçons dont on parle en Afrique. Mais ce n'est pas les meilleurs. Mais ce qu'ils font là, ça n'a rien à voir avec la maçonnerie. Mais ce sont des hommes qui, d'abord, avant d'arriver en maçonnerie, ils ont eu un certain nombre, ils ont eu une certaine culture, donc ils ont du mal à se séparer de cette culture, et puis ils ont des pratiques. Je parlerai que c'est des pratiques. Et quand ils viennent en maçonnerie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, très peu sont des élus en maçonnerie. C'est-à-dire, ce que j'entends par élu, les gens qui viennent et qui se conforment aux exigences maçonniques. Il y en a très peu. Et ça, c'est partout. Il y en a très peu. Mais moi, je peux vous dire que les maçons, quelle que soit la capitale africaine, vous trouverez des maçons dans les partis qui sont au pouvoir, mais aussi des maçons qui sont dans les partis qui sont dans l'opposition. Mais vous trouverez également des maçons qui sont dans la société civile, des maçons qui font des bonnes œuvres. Mais ceux qui sont
dans les endroits où on fait des choses que les gens malheureusement ne retiennent pas. Ils sont les plus nombreux. Mais quand on parle des maçons, par exemple, dans un pays, on cite un tel, un tel. Mais ils sont peut-être 3 ou 4. Mais le reste, on n'en parle pas parce qu'ils sont dans la discrétion et ils sont efficaces. Mais l'efficacité ne veut pas dire forcément être ministre. Et l'efficacité, ça peut être quelqu'un qui est dans la société civile, mais qui contribue notamment à la réalisation d'un certain nombre d'œuvres caritatives, même au sein de l'Église. Mais vous retrouvez dans la communauté religieuse ou dans les communautés religieuses des francs-maçons également. Parce que nous fréquentons, nous reconnaissons les églises. Chez nous, il y a ce qu'on appelle la laïcité. La laïcité, ça veut dire que la croyance, nous respectons les croyances des uns et des autres. Contrairement à ce que pensent les gens, nous ne sommes pas anti-religieux. Bien au contraire. Nous acceptons, les religieux. Moi, je suis dans une loge maçonnique, mais là-dedans, vous avez des musulmans, vous avez des chrétiens. Et moi-même, quand il y a des cérémonies, je vais bien à l'église, comme je vais bien chez les musulmans. Je vais vous faire une révélation. Il y a un mois, j'ai été également prié chez les Hindous, parce qu'il y avait une cérémonie et j'ai un ami qui m'y a invité. Donc, nous ne sommes pas anti-religieux. D'accord. Vous n'êtes pas. On va essayer. Voilà, on va essayer d'avancer, Monsieur Badila, et j'aimerais qu'on arrive vraiment au bout de cette émission parce que vous êtes très suivi à l'échelle planétaire par nos auditrices et auditeurs. Alors, j'aimerais qu'on aille vraiment direct par rapport aux questions que je vous pose et comme ça, ça fera plus de clarté par rapport à ce que vous êtes en train de dire, bien sûr, depuis le début de cette émission. Alors, Monsieur Badila, il y aurait une relation étroite entre franc-maçonnerie, pouvoir et argent. Pourquoi parle-t-on de ce triptyque lié au sein de la franc-maçonnerie alors qu'il s'agit d'un vecteur de valeurs morales et philosophiques, comme vous venez de le dire? Non. Il y a une chose qu'il faut connaître. Tout à l'heure, j'ai bien dit la chose suivante. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas que dans la franc-maçonnerie où on trouve des brebis galeuses. Partout, quand vous allez par exemple dans les milieux religieux, c'est pareil. Nous avons des sociétés, parce que la maçonnerie, c'est le reflet de la société. Vous voyez? Bon, moi j'ai fait l'école dans des années où nos pays sortaient de la colonisation. La formation que nous avons reçue, nous avions bénéficié des écoles qui vit en Afrique aujourd'hui ne sait pas que les écoles vraiment ne répondent plus aux exigences de la modernité. Parce que l'école, à l'époque, formait les citoyens. Mais les maçons qui arrivent chez nous, ou les religieux qui arrivent chez nous, qui arrivent chez eux, pardon, moi j'ai eu une discussion comme ça un jour avec un responsable de l'Église catholique, où je disais que bon, il y avait un échec quand on voit le comportement des abbés. Mais pourquoi on ne parle pas des comportements des abbés? Par exemple, moi je prends un exemple. Les abbés, il y en a qui ont signé le code de chasteté, mais vous avez aujourd'hui des religieux, que ce soit ici ou d'ailleurs ici, ce n'est plus là, c'est un cercle de polichinelle. Il y a même une association des femmes, n'est-ce pas, qui est passée tout récemment, ce sont des femmes des religieux. Vous voyez, donc nous sommes dans une société perverse. Et donc il est évident que ce n'est pas parce qu'on rentre en maçonnerie qu'on devient parfait. Ce n'est pas parce qu'on est religieux qu'on devient parfait. Et vous avez des brebis galeuses malheureusement partout. Mais moi, je puis tout simplement vous dire que les maçons, vous ne verrez pas les obédiences. Les maçons ne sont pas au pouvoir. C'est-à-dire que ceux qui président, qui premier ministre, qui ministre, ils sont là en tant que citoyens, mais ils ne sont pas là en tant que représentants d'obédience. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme chez nous, par exemple, au Congo-Brazzaville, nous avons eu un abbé qui était président de la République, mais il n'était pas là en tant que représentant de l'Église. Il était là en tant que citoyen Fulbert Hulot. Il faut bien comprendre ces choses-là. Parce que sinon, c'est l'amalgame, on confond tout, et c'est très difficile de se comprendre. Bien, merci. C'est pour cela que je dis, faisons vraiment attention quand vous avez parlé, par exemple, de méchanceté. Ça ne sert à rien de diviser les uns et les autres, alors que c'est tout simplement un problème d'ignorance. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, on soupçonne, M. Badila, on soupçonne, oui, Jacques?
N'hésitez pas depuis Washington, si vous avez des questions, vous voulez placer un mot, n'hésitez pas de prendre le micro, Jacques, depuis Washington. Alors, M. Badila, je disais qu'on soupçonne qu'il existerait, comment dirais-je, un conflit entre les élites non franc-maçonnes et les autres élites franc-maçonnes. Alors, premièrement, je voulais vous demander, s'agit-il d'une guerre de leadership au sein même de la franc-maçonnerie ou de deux groupes différents? Et deuxièmement, je voulais vous demander, y a-t-il une, comment dirais-je, une dépendance de ce pouvoir supposé religieux que vous avez évoqué avec ses obédiences ou des impostures, vous me permettez l'expression, politiques extérieures? Qu'est-ce qui explique cette forte collusion entre, je reviens, entre pouvoir politique et franc-maçonnerie en Afrique francophone? Monsieur Badila. Non, je voudrais vous dire tout simplement que les maçons ne sont pas que dans l'Afrique francophone en politique, hein, mais bon, disons que nous sommes là. Là, nous prenons le cas de l'Afrique francophone. Oui, tout à fait. Alors, l'Afrique francophone, il n'y a pas de conflit entre les élites maçons et les élites profanes. D'abord, comment vous allez reconnaître les élites francs-maçons dans la cité? Parce que ceux qu'on reconnaît aujourd'hui, les élites qui sont maçons, parce que s'il y en a, mais c'est parce qu'ils sont en politique, parce qu'ils sont au devant de la scène politique, c'est tout. Mais je suis en train de vous dire que vous avez des maçons qui sont des acteurs politiques, et donc on ne parle pas de leur appartenance maçonnique, parce que de par leur discrétion, mais ils ne sont pas moins, comment dirais-je, perspicaces, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas de conflit. Moi, enfin, en ma connaissance, moi je suis dans un pays où je vais tout le temps. Il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit. Il faut pas, je crois qu'il faut pas se rajouter des choses qui n'existent pas. Hein? Vous avez tout à l'heure parlé de méchanceté. Je crois que l'ignorance est la mère des vices. Hein? L'ignorance, vraiment, c'est la mère des vices. Aujourd'hui, moi je voyage en Afrique, que ce soit. Mais les gens peuvent avoir des disputes. Les gens peuvent ne pas peuvent ne pas se comprendre. Quand vous voyez, par exemple, quel que soit le pays, que ce soit ici ou ailleurs, en Afrique, et vous voyez, par exemple, les gens se battent dans la rue, dans les marchés, se disputer. Donc, c'est pas un problème de maçons, d'élite. Les élites n'ont pas de problème. Entre l'élite maçonnique et l'élite profane, il n'y a pas de problème. Ce sont les gens qui spéculent et qui s'imaginent que, bon, ce sont des idées reçues. Hein? En tout cas, moi, je n'en connais pas, moi, des conflits entre les élites. Et puis d'abord, l'élite maçon, comment vous allez reconnaître qu'un tel est maçon si ce n'est quelqu'un qui... Bon, on reconnaît ceux qui sont en politique parce que c'est des gens, tout le monde sait qu'un tel est franc-maçon, mais autrement, je vous dis, le grand nombre est inconnu. D'accord. Bien. Jacques, une question, bien après? Oui, est-ce que vous m'entendez, docteur Mouketou? Parfaitement. Non, la question que j'avais vous posée, je ne sais pas si vous l'avez déjà posée. Hein? Comment l'on devient maçon? Et on a beaucoup parlé de l'initiation, comment ça se fait concrètement, puisqu'il y a beaucoup d'informations autour des initiations qu'on fait avant de devenir maçon. Oui, c'était même le sens de l'une des premières questions que je leur posais au début. Monsieur Badila? Alors, comment on devient maçon? C'est bien ça la question. Hein? Oui. Non, mais c'est vraiment facile de devenir franc-maçon. Alors, vous présentez un CV, on voit quel est votre niveau d'études, hein, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure... Mais si vous n'avez pas fait des études, vous êtes un chaud. On ne peut pas vous accepter, c'est clair. Vous êtes sûr qu'en Afrique, Jacques, vous pouvez rebondir, en Afrique, tous ceux qui sont maçons ont fait des études? Ah, ils ont un niveau, absolument. Ils ont un niveau, ils sont licenciés, ils sont des docteurs ou sont des agrégés. Vous êtes sûr? Vous êtes vraiment sûr? Si vous n'avez pas un cursus universitaire, vous ne pouvez pas accéder à la maçonnerie, c'est clair. Jacques? Oui, l'autre question, permettez-moi, docteur Mouketou, de poser cette question. Je crois que les auditeurs veulent savoir. Je suis un peu gêné avant de poser cette question, mais je vais la poser quand même, puisque ce n'est pas toujours qu'on a un franc-maçon en face de nous. Hein. La question est très simple. Certaines personnes, à tort ou à raison, disent que la franc-maçonnerie contribue à la propagation
de l'homosexualité. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la franc-maçonnerie contribue à la propagation de l'homosexualité, c'est ça? C'est ça, oui. Bon, vous savez, je le disais tantôt, moi j'ai grandi à Brazzaville. La première loge maçonne à Brazzaville a été construite par le Grand Orient de France en 1912. Et quand moi j'étais jeune, on me disait, les francs-maçons, à l'époque on ne parlait pas de l'homosexualité, on parlait des pédérastes. On les appelait des pédérastes. Le maçon, c'est le pédéraste. Le maçon, c'est l'homme qui a le crâne rasé. C'est pour cela que moi, quand je suis venu j'espère que les auditeurs ne vont pas me confondre. Hein. J'ai mon crâne rasé, mais... Pas d'accord. Donc, c'est pour cela que, comme je vous dis, moi, quand je suis venu en France, j'étais très curieux. En fait, c'est la curiosité qui m'a mené vers la maçonnerie. Parce que je me suis dit, mais ces gens-là, d'après quelques bribes que j'ai lues ici et là, quand je suis venu en France, c'est des gens qui ont façonné le monde. Mais comment ça se fait-il qu'ils sont dans ce genre de pratique, la pédérastie, etc. Et je suis allé au Grand Orient de France, comme je vous l'ai dit. Mais en fait, il n'en est rien du tout. Moi qui vous parle, moi, ça fait plus de 40 ans que je suis franc-maçon. Moi, je suis hétérosexuel. Je sors des tables. Je n'ai jamais vu la nudité d'un homme en dehors de ma nudité avant. Hein? Il faut arrêter tout ça. Alors, c'est des idées reçues, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, j'ai fait un article qui a paru là, hier, dans un quotidien, dans un hebdomadaire africain, où j'ai fait un article sur la maçonnerie où je dis que ce soit l'homosexualité, que ce soit la sorcellerie, ce ne sont pas des pratiques qui figurent dans nos rituels. Nous avons ce qu'on appelle des rituels. C'est un peu comme les églises, ils ont des rituels. Hein. Bon, alors, l'homosexualité n'est pas une pratique maçonnique. Et ça, je vous le dis très sincèrement. D'accord. Depuis plus de 40 ans que je suis franc-maçon, je n'ai jamais vu dans un ouvrage. Et je dis ceci, ceux qui me posent des questions, qui sont en Europe, allez dans les bibliothèques maçonniques, cherchez les bouquins. Oui, mais monsieur Badi, la question que monsieur Jacques Auger vous pose, peut-être ce n'est pas par rapport à l'Europe, c'est par rapport au continent africain, l'Afrique noire. Mais la maçonnerie, elle est universelle, c'est-à-dire... Non, nous savons que la maçonnerie est universelle, mais vous savez, pardonnez-moi. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi. Les documents que nous utilisons, c'est-à-dire les rituels que nous utilisons, que tu sois à Washington, que tu sois à Brazzaville, les rituels sont les mêmes. Oui, les rituels sont les mêmes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a, comme vous demandez, M. Jacques Auger, qu'il n'y a pas une sorte de perversion, par exemple, au niveau de l'Afrique centrale? Non, il y a l'Afrique noire, de façon générale. Je vous ai dit la chose suivante. La franc-maçonnerie, c'est une culture. C'est la culture. Vous savez, ici, par exemple, la liberté, égalité, fraternité, ça a été d'abord un triptyque qui est parti des loges maçonniques. Donc il ne faut pas croire que la maçonnerie, c'est vraiment le lieu des malfrats. Mais c'est complètement pervers. Je dis ceci. Quand on n'accède pas à la culture maçonnique, on ne peut pas devenir un vrai franc-maçon. C'est clair, c'est net. D'accord. Alors, justement... Cela dépend de beaucoup de choses. Justement... La culture ne suffit pas. Excusez-moi. Le cursus ne suffit pas. C'est-à-dire que si vous êtes licencié ou docteur, ça ne suffit pas. D'accord. Il faut être assidu et puis surtout l'engagement. D'accord. Donc, on a compris que le premier critère. Jacques, je souhaiterais que vous restiez là parce que le débat est assez intéressant. Alors, je voudrais vous poser 2 ou 3 questions et Jacques Auger, vous pouvez rebondir en lui posant d'autres questions. Alors, M. Badila, pourquoi les francs-maçons africains de l'Afrique francophone méprisent-ils la souveraineté populaire des peuples souverains? Bon. Je comprends ce que vous voulez dire. Et là, vous parlez, en fait, parlant moi, j'ai un langage, je crois. Hein, moi, je n'ai pas peur. Hein, parce que quand tu as peur, tu n'es plus libre. Moi, je suis un homme libre. Vous parlez des chefs d'État. Vous parlez de ceux qui nous dirigent. C'est bien ça. C'est dans ce sens. Bon, c'est bien ça. Bon. Vous savez, moi, je le dis souvent.
quand vous êtes un chef d'État, quand vous avez des hautes fonctions, il n'est pas bon de devenir franc-maçon. Pourquoi? Mais parce qu'il vous sera impossible de travailler. Parce qu'il faut aller en loge au moins 2 fois par semaine. Au moins 2 fois, la première année. Et au fil de votre progression, vous serez amené à être invité à des rencontres maçonniques. Donc, ça fait plus de 2 réunions dans le mois. Mais quand on a des hautes charges ou des très hautes charges, c'est impossible. Or, le maçon, on le forme que en loge. Un maçon qui ne fréquente pas la loge ne peut pas accéder à cette culture maçonnique. Et donc, nous avons ce débat entre nous. Il faut. Moi, je dis la chose suivante. Hein, mais ça, vraiment, je suis clair là-dessus. Oui, mais vous savez, attendez, est-ce que vous êtes d'accord que dans la plupart des pays francophones, la franc-maçonnerie est regardée comme, les francs-maçons sont regardés comme des usurpateurs, pardonnez-moi, de la souveraineté populaire. Nous sommes bien d'accord, non? Non, mais d'abord, il faut dire, il y a combien de chefs d'État pour croire que les maçons sont des usurpateurs? Ils sont pas combien? D'abord, il faut compter, ils sont combien en Afrique qui sont francs-maçons? C'est ça le vrai problème. Il y a près de 57 pays en Afrique. Bon, les États francophones, ils sont quand même un bon paquet. Bon, il faut d'abord dire combien de chefs d'État nous avons. Je crois qu'il ne faut pas généraliser. Oui, mais pour la plupart qui sont des maçons. Donc, moi j'en connais pas beaucoup qui sont à la tête des États. Hein, parce qu'il se dit beaucoup de choses aussi sur la. Parce que, bon, moi j'apprends qu'on accède au pouvoir parce qu'on est franc-maçon. Mais ça, c'est complètement faux. J'apprends aussi que pour il y a des recrutements qui se font il faut être maçon. Mais ça, c'est complètement faux. Vous savez, moi je voyage quand même en Afrique francophone. Mais vous savez qu'il y a des maçons, malgré leur expérience, malgré leur diplôme, il y a des maçons qui sont dans le cambouis, c'est-à-dire qu'en difficulté. Voilà. Ils vivent comme tout le monde. D'accord. Dans la précarité. D'accord. Il ne faut pas oublier ça non plus. Oui, monsieur Badila, avant d'aller du côté de Washington avec Jacques Auger, vous savez qu'il est constaté que la franc-maçonnerie suscite de la détestation, vous me permettez l'expression, et de la haine auprès des populations. Nous sommes bien d'accord. Craignez-vous, monsieur Badila, que cet ordre de pensée dit philosophique disparaisse un jour, pourquoi pas, de façon brutale des pays africains? Ça, c'est le sens de ma première question. Et je voudrais ajouter une deuxième question. En conséquence, pourquoi, M. Badila, dans tous les pays de l'Afrique francophone, la franc-maçonnerie est tenue pour responsable de tous les malheurs, les misères du peuple? Et je voudrais vous ajouter une troisième question. Ali Bongo est un franc-maçon, nous sommes d'accord. Ali Bongo est un franc-maçon. Il le montre ouvertement. Êtes-vous fier, vous en tant que maçon, d'être son frère dans la franc-maçonnerie? Je suis en train de vous dire la chose suivante. Moi, je trouve très intéressant ce débat, hein, parce que c'est pas souvent que, effectivement, on vient vous expliquer quelque chose. On en parle. Bon, je crois qu'il y a un problème. L'Afrique aujourd'hui, nous connaissons un peu ce que l'Europe a connu à une certaine époque. L'Europe a diabolisé la maçonnerie. L'Europe a diabolisé la maçonnerie au XIXe siècle. Soi-disant, c'était satanique. Mais aujourd'hui, l'Église a un autre regard de la maçonnerie en dehors d'un certain nombre de conservateurs. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que ça n'avait rien à voir avec ce qui se disait dans la rue. Aujourd'hui, si vous parlez des maçons qui diabolisent, mais ça c'est l'homme de la rue. Mais l'homme de la rue, c'est qui? C'est vous, c'est moi, mais quand vous n'avez pas, moi je dis ceci, surtout les intellectuels. Les intellectuels, il faut prendre le temps, parce que celui qui a été à l'école doit se perfectionner aussi. Hein? Moi je dis, et quand j'entends, je rencontre un certain nombre des gens de la diaspora qui sont à Paris et qui diabolisent la franc-maçonnerie, qui traitent la maçonnerie des gens des fédérales, tout ce que l'on veut. Je dis, mais prenez le courage, mes chers amis. Allez lire, parce que c'est ça aussi. Quand on a été à l'école, il ne faut pas s'arrêter. Quand on a été à l'école, il faut poursuivre la formation en lisant aussi. Oui, mais en
en dehors de la lecture, il y a aussi des actes qui sont posés par des francs-maçons qui sont lisibles. Mais je vous ai dit la chose suivante. Mais les actes, vous savez, je prends un pays j'ai pris l'exemple d'un pays. Vous avez par exemple 1000 maçons. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de maçons en Afrique. Vous avez 1000 maçons. Mais vous n'allez pas diaboliser 1000 personnes parce qu'il y a 3 personnes ou 4 personnes dans la société qui sont reconnues comme telles et qui sont malheureusement, qui n'ont pas bonne presse. Quand vous allez parler de Bongo, moi je n'ai pas envie de citer les noms, mais quand vous parlez de Bongo, Bongo c'est pas le Gabon. Vous avez des hommes de qualité parmi les maçons. Donc il ne faut pas diaboliser comme ça en disant oui, mais l'Afrique va disparaître, la maçonnerie va disparaître en Afrique. Moi, je ne pense pas, je ne le pense pas. Parce qu'à un moment donné, les gens comprendront que finalement, les maçons ne sont pas si mauvais que ça. Moi, je vous ai parlé du cas de la France, mais la France, à un moment donné, entre l'Église et les maçons, c'était vraiment... Vous ne répondez pas à ma question sur Ali Bongo. Je vous ai dit que, comme nous le savons, que M. Ali Bongo est franc-maçon, est-ce que vous, en tant que grand maître, même si vous vous présentez sur notre radio de manière modeste, mais on sait que vous êtes l'un des plus grands maîtres de la franc-maçonnerie en Afrique centrale. Est-ce que vous êtes fier d'être son frère dans la franc-maçonnerie, M. Ali Bongo? Non, mais moi je ne suis pas là. Un peu comme disait le pape. Vous savez, le pape, c'est une autorité morale de l'Église catholique. Hein, en répondant justement à ce genre de questions, qu'est-ce que le pape avait dit? Qui suis-je moi pour juger les gens? Moi, je n'ai pas à juger d'Ali Bongo. Ali Bongo, ou je ne sais pas, prêter serment, c'est à lui de savoir qu'est-ce qu'il doit faire quand il est dans la cité. Moi, je ne suis pas là pour juger les gens. Maintenant, je me fais lutter sur le plan maçonnique. Mais moi, j'écris beaucoup. Vous savez, si vous lisez mon livre, par exemple, vous avez cité, mais je dis clairement qu'il y a ceux qui ont trahi l'esprit maçonnique. Je ne m'en cache pas, je le dis. Il y a ceux qui ont trahi l'esprit maçonnique, et je l'ai dit. Voilà, mais je ne suis pas là pour juger les gens. J'estime qu'il y a des gens qui ont trahi l'esprit maçonnique, mais je ne suis pas là à dénoncer un certain nombre de maçons parce qu'ils ont trahi l'esprit maçonnique. Ils savent ce qu'ils font. Mais moi, je le dis dans mes écrits, vous pouvez lire mon livre, puisque vous avez cité mon livre. Allez acheter mon livre, vous verrez que j'ai écrit ces choses-là dans mon livre. Je dénonce un certain nombre de faits qui s'illustrent par vraiment des comportements douteux et des comportements qui ne... D'accord, très bien. Est-ce que la franc-maçonnerie peut disparaître au profit d'autres groupes de pensée? Est-ce que la franc-maçonnerie peut disparaître au profit d'autres groupes de pensée? Et Jacques, vous avez la parole. Mais d'abord, je ne pense pas, très sincèrement, que la maçonnerie puisse disparaître. Parce que quand vous prenez, je prends le cas de l'Afrique, citez-moi un groupe ou une association où les gens de toutes les régions, parce que chez nous, on ne fait pas de tribalisme. Chez nous, on ne fait pas, nous avons la mixité, c'est-à-dire que les femmes et les hommes sont unis. Citez-moi un groupe en Afrique aujourd'hui où les gens peuvent se retrouver et pas des problèmes de la République, et pas des problèmes d'émancipation, et pas des questions philosophiques. J'en connais pas personnellement. Donc moi, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, il y a des prédicatrices partout aujourd'hui dans l'église. Mais nous voyons dans les églises. Vous savez, moi j'ai été dans une capitale africaine où en pleine messe, il y a des prêtres qui sont battus. Parce qu'il y a un qui a accusé l'autre parce que, soi-disant, il y a la veuve qui avait disparu. Mais ça, on n'en parle pas. Vous avez des prêtres qui sont battus dans une église. Vous vous rendez compte, en pleine office religieux. Mais ça, on n'en parle pas. Hein? Je crois que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est celui de notre société. Moi, je crois que la politique, ou les politiques qui sont exercées en Afrique, ne permettent pas l'émancipation de l'être humain. Et puis le problème est là. D'accord. Le problème est là. D'accord. Jacques, vous me permettez, je voudrais rebondir sur une question. Après, vous pouvez répondre, bien, je vous laisse le micro, allez-y. Non, en fait, ce que je voudrais savoir, comment s'opère réellement la solidarité entre francs-maçons? Est-ce que ça va un peu au-delà des lois? En d'autres termes, est-ce qu'un franc-maçon peut réellement condamner un autre franc-maçon? Je sais que vous en avez parlé un tout petit peu, mais
ce n'est pas tellement évident. Qu'est-ce que vous en pensez? Et moi, je voudrais rebondir à la suite de cette question dans le même sens. Est-ce que la liberté de penser et d'affirmer ses convictions personnelles est-elle possible dans la franc-maçonnerie? Autrement dit, comme disait M. Jean Pouget, un franc-maçon peut-il affirmer sa liberté personnelle de penser au sein de la société? Bien. Alors, est-ce que la première question, est-ce que, oui, c'est des questions intéressantes, hein? Est-ce qu'un franc-maçon peut condamner un autre franc-maçon? Bien sûr, bien sûr. Mais vous savez qu'au niveau de nos institutions maçonniques, nous avons aussi ce qu'on appelle, disons, comment nous avons créé des structures, n'est-ce pas, pour voir quand il y a un comportement qui n'est pas jugé tout à fait, qui va dans le sens des engagements pris. Nous jugeons. Mais prenez seulement des exemples. Aujourd'hui, il y a des maçons à travers le monde qui ont condamné d'autres maçons. La loi, bien entendu, est valable pour tout le monde. Ça, c'est clair. Je n'ai pas. Là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Maintenant, si vous pensez que par rapport à ce qui se passe en Afrique, moi, je voudrais un peu, parce qu'il faut être clair, moi, je vois le sens de la question, parce qu'on apprend qu'il y a des maçons qui volent, qui détournent les fonds, et puis on ne les arrête pas. Mais ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. Oh, mais ça existe. C'est la corruption. Oui, mais ça existe. C'est des systèmes politiques que nous avons, qui sont malheureusement ancrés dans nos pays, et c'est la corruption, et c'est le tribalisme. On ne peut pas mettre en prison un tel parce qu'il est de ma tribu, on ne peut pas sanctionner un tel parce qu'il est de mon parti. Mais ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont détourné des deniers publics et qui ne sont pas francs-maçons. Hein? Donc, je disais qu'il faut vraiment, ça c'est des choses qu'il faut être, moi je suis clair là-dessus. Alors, liberté des convictions, bien sûr, moi je suis un homme libre. Vous savez, moi j'écris, hein, je dis des choses telles que je pense. Et nous sommes plusieurs. Même si nous ne sommes pas plusieurs à écrire, mais nous sommes plusieurs à être des hommes libres avec des convictions. Ça, croyez-moi. Mais, vous savez, nous vivons dans des systèmes qui sont cadenassés. C'est-à-dire, c'est des régimes qui ne sont, quand on parle de démocratie aujourd'hui, mais ça, vous le savez qu'il n'y a pas de démocratie en Afrique. Mais ça, nous le regrettons. Mais comme je l'ai dit tout au début de nos échanges, mais vous savez, il y a beaucoup de maçons que moi je connais qui sont dans les oppositions politiques. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. D'accord. Oui. Jacques? Oui, la dernière question, Dr Mouketou. Est-ce que la franc-maçonnerie est réellement compatible avec nos mœurs, coutumes et traditions en Afrique, hein? Je ne sais pas réellement ce que vous en pensez. Hein? Parce que je pose cette question parce qu'il y a des experts qui disent que la franc-maçonnerie n'a pas été conçue pour nous les Africains, mais ça a été conçu pour une autre société. Qu'est-ce que vous en pensez? Et moi, j'ajouterais, par rapport à cette question qui est pertinente, Monsieur Badila, vous savez que la vocation de la franc-maçonnerie, c'est de bâtir une société moderne. Nous sommes d'accord. Pourquoi les pays de l'Afrique francophone, comme on venait de le dire, qui sont présidés par des francs-maçons, après 60 ans d'indépendance, sont-ils toujours mal développés et n'arrivent pas à se connecter sur la voie de la modernité? Bien. Alors, est-ce que la maçonnerie est compatible avec nos mœurs? Oui. Vous savez, moi j'étais à l'école à l'âge de 5 ans. Et moi, je me revendique comme appartenant à la culture occidentale. Et l'avantage que j'ai, c'est que j'ai en même temps, j'ai la tête dans la culture occidentale, mais j'ai les pieds, c'est-à-dire les racines dans la tradition africaine. Et moi, je pense que c'est un enrichissement, peut-être aussi bien moderne que traditionnel, et garder toute la tradition. Et moi, je pense que, je le dis en connaissance de cause, puisque je suis franc-maçon, à partir du moment où j'ai fait des études supérieures, je ne vois pas comment, je ne peux pas m'approprier, je ne peux pas m'approprier la culture maçonnique.
Hein? Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, mais la maçonnerie n'a pas commencé en France. Pourquoi les Français se sont appropriés de cette culture? La maçonnerie est née en Angleterre, mais les Français se sont appropriés la culture maçonnique. Et je vous ai dit tantôt que ce sont les mêmes documents de référence, les mêmes rituels. Moi, je pense que être africain et être franc-maçon, c'est un privilège. Mais je le dis, je le revendique, je l'ai écrit. Moi, je suis fier d'être franc-maçon. Parce que quand on a été à l'âge de 5 ans à l'école, et quand on a un diplôme supérieur, moi, je ne vois pas en quoi je dois être complexé par rapport à l'occidental. Donc, il faut se décomplexer aussi. Il faut se décomplexer. C'est pas parce que nous sommes dans des pays qui ne permettent pas à l'homme de s'émanciper qu'il faut absolument s'engouffrer. Ce serait une défaite de croire que l'homme noir n'est pas capable de faire comme le blanc. Oui. Regardez ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Moi, j'ai entendu des choses qui sont dites. Mais ça, je crois que pour que l'Africain soit capable d'apporter quelque chose à l'Afro-Américain, il faut que d'abord dans nos pays, nous puissions être en capacité aussi de nous réaliser intellectuellement. Parce que moi, je ne vois pas en quoi je dois être complexé vis-à-vis du blanc. Moi, je suis africain, mais oui, la maçonnerie, pour répondre à la question, on peut être franc-maçon, on peut être africain et être franc-maçon. Moi, je pense que c'est un enrichissement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Donc, bon, et moi, je lis modernité et tradition. D'ailleurs, dans mes écrits, vous verrez que je parle toujours de la modernité et de la tradition, c'est vraiment un enrichissement. Parce qu'aujourd'hui, le monde, c'est un village planétaire. Vous n'allez pas dire qu'aujourd'hui, parce que vous êtes ivoirien aujourd'hui, vous allez vous cramponner seulement dans la tradition ivoirienne. Mais la maçonnerie reconnaît la tradition des autres. Ce que nous nous refusons, ce que nous ne reconnaissons pas, c'est la sorcellerie. Mais on peut être franc-maçon et puis être limite, ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. On peut être franc-maçon et puis être dans la tradition, n'est-ce pas? Et donc c'est tout à fait compatible. Hein? Tout à fait compatible. Voilà. Jacques? Oh, merci, Dr Mouketou, hein, merci. Bon, nous allons poursuivre notre émission. Hein. Merci, Jacques. Restez en tout cas en ligne. Nous recevons donc M. Joseph Badila, ancien fonctionnaire de la République du Congo, Brazzaville, un des grands maçons de l'Afrique centrale, qui est avec moi en ligne sur Afrique 2050 et Radio PDCI RDA. Alors, M. Badila, les crimes rituels, les crimes de sang, la criminalité des élites sont une vérité, comment dirais-je, constatée par la presse et les populations. Je pense que nous serions d'accord sur ce point. Ce n'est pas une réalité donc imaginaire ou criminalité des élites extra-franc-maçonnes. On dit même que les fétiches sont liés à la franc-maçonnerie. Où sont les faits des francs-maçons qui sont au pouvoir? Cela choque beaucoup de populations. Et ces genres de comportements, M. Joseph Badila, induisent le peuple à détester les francs-maçons. Votre avis, M. Badila? Mais je dis une fois de plus, les fétiches n'est pas dans nos rituels, ça n'existe pas. La prise de sang, c'est de l'invention pure et simple. Moi, je dis ceci. Vous savez, moi, j'ai fait le boulot comme le vôtre. Moi, je suis venu ici en France en 68. J'ai fait l'institution audiovisuelle de l'ORTF, c'est l'époque. J'ai fait mon stage à l'ORTF. Moi, je crois que vous, les journalistes, vous avez un grand rôle aussi à jouer. Hein? Il faut vraiment, vous avez un rôle important dans la société. Quand les gens, par exemple, racontent ce genre de choses, allez acheter un livre sur la maçonnerie. Par exemple, vous n'êtes pas franc-maçon, mais cherchez dans ces bouquins-là si vous allez trouver un endroit où on parle de prise de sang, où on parle des fétiches, et organisez des émissions. Hein? Ici en France, moi, le premier homme qui a parlé de la maçonnerie à la télévision, moi j'étais ici, c'est M. Kayavé, Henri Kayavé, qui était ministre. Et la première fois quand il est venu à la télévision, nous sommes là dans les années 80, où justement, il a répondu à ces mêmes questions. Parce qu'il n'y a pas que l'Afrique, mais même ici, les gens s'imaginent que les maçons disparaissent les gens quand ils vont dans les loges maçonniques. Mais il a fallu un travail
d'information et de pédagogie. Et vous voyez d'ailleurs, tous les ans en Europe, il y a des articles sur la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, si moi j'ai acheté par exemple un article, un journal sur la franc-maçonnerie, je crois que vous avez un rôle à jouer. Or, malheureusement, on ne voit pas ça en Afrique. Oui, mais les journalistes aujourd'hui en Afrique s'accrochent à l'opinion, mais aux rumeurs en fait. Bon, oui, mais laissons un peu l'opinion. Je vous posais. C'est pas l'opinion, c'est les rumeurs. Oui, mais laissons. Oui, laissons d'abord, M. Badila, laissons un peu les rumeurs. Je vous demandais pourquoi les pays de l'Afrique francophone qui sont présidés par les maçons, les francs-maçons, après 60 ans d'indépendance, pourquoi ces pays sont-ils toujours mal développés et n'arrivent-ils pas à se connecter sur la voie de la modernité? Non, mais la réponse est simple. La réponse n'a rien à voir avec la maçonnerie. Mais la maçonnerie, elle prône, vous avez dit qu'elle prône la modernité aussi. Non, mais je vais dire ceci. Quand vous prenez les pays, par exemple, francophones, que ce soit des pays du Maghreb, parce que ça aussi, c'est l'Afrique francophone aussi. Vous prenez d'autres pays en Afrique où vous n'avez pas, vous avez des présidents qui ne sont pas francs-maçons, mais nous avons le même problème. En fait, l'Afrique, bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Quand on parle de la démocratie aujourd'hui, citez-moi un pays en Afrique où il y a la démocratie. Mais à partir du moment où il n'y a pas la démocratie... Vous avez le Ghana, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez le Bénin. Mais le Ghana est une exception. Mais vous savez que le Ghana a été dirigé par des maçons. Vous ne le savez pas. Mais oui, il y a eu des présidents maçons au Ghana. Voilà. Vous citez un bel exemple là. Mais au Ghana, il y a eu des maçons. Vous avez le Bénin, vous avez le Sénégal, vous avez le Bénin, le Sénégal. Non, mais le Sénégal a bénéficié de la connaissance, des connaissances d'un homme, Senghor. Senghor, qui n'était pas franc-maçon, mais Senghor a laissé un héritage considérable auprès des Sénégalais. C'est la démocratie. Qu'en Afrique, on peut élire un président, qu'en Afrique, on peut élire un président sans faire de coup d'État. D'accord. C'est pour cela que je suis en train de vous dire, ce n'est pas un problème de la franc-maçonnerie, c'est un problème de culture. D'accord. Quand vous avez, parce que quand vous faites des partis uniques, quand vous avez une élite qui a disparu, dites-moi, donnez-moi un pays aujourd'hui où vous pouvez parler de l'élite africaine. Dites-moi un peu, comme on les a connus à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, les mêmes jeunes, soi-disant l'élite, quand les jeunes arrivent en Afrique aujourd'hui, quelle est la première préoccupation? Mais c'est le détournement, c'est s'acheter des voitures, construire une maison. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui en Afrique aujourd'hui, mais c'était les étudiants d'hier ici, on les connaît, je peux vous les citer. Mais quand ils sont rentrés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ne sont pas maçons pour autant. D'accord. Nous avons un problème aujourd'hui. L'échec de l'Afrique n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. L'échec de l'Afrique, c'est que ce sont les Africains, dans leur globalité, qui n'ont pas compris. Mais, oui, mais monsieur Badila, permettez-moi, c'est que vous ne répondez pas clairement à ma question. Je vous ai posé clairement la question suivante. Vous avez dit que, et je l'ai lu, que la vocation de la franc-maçonnerie, c'est de bâtir une société moderne. Nous sommes d'accord. Pourquoi, je vous pose une question très simple, pourquoi les pays de l'Afrique francophone, prenez le cas de l'Afrique centrale, laissons un peu peut-être l'Afrique de l'Ouest, laissons l'Afrique du Nord. Bon, à propos de l'Afrique centrale, enlevons un peu, si vous voulez, la Guinée équatoriale, puisque la Guinée équatoriale qui est dirigée par le président Obiang est passée des pistes d'éléphants aux autoroutes aujourd'hui. La Guinée équatoriale est passée des écoles en bois au niveau des universités, des écoles modernes. Mais moi, je vous pose de façon générale, au niveau de l'Afrique francophone, pourquoi ces pays qui sont présidés par des francs-maçons, après 60 ans d'indépendance, ces pays sont-ils toujours mal développés ou n'arrivent pas à se connecter sur la voie de la modernité? D'abord,
je vais vous répondre en 2 temps. Quand nous avons eu les indépendances, il n'y avait pas de franc-maçon en Afrique. Donc, on ne peut pas dire que depuis 60 ans, ce sont les francs-maçons qui sont au pouvoir. Bon. C'est à partir de 90, l'année 90, que nous avons commencé à avoir des maçons en Afrique. Mais je vous ai expliqué, j'ai répondu pratiquement à cette question. Je vous ai expliqué qu'il y a, et ce que je vais ajouter, il ne faut pas oublier qu'il y a des causes endogènes et il y a des causes exogènes. Les causes endogènes, ce n'est pas la franc-maçonnerie qui constitue une entrave pour le développement de l'Afrique. J'espère que vous avez suivi la diffusion de ce qu'on appelait le documentaire sur la France-Afrique. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. Mais cette réponse, cette préoccupation, les réponses sont dans ce film. Je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons reçu des indépendances, certes. Mais est-ce que nos pays sont indépendants? Et ça, je crois que, parce que tant que l'élite africaine, enfin, entre guillemets, ou tant que la diaspora, ou tant que les gens s'imagineront que c'est la maçonnerie le seul malheur de l'Afrique, mais vous êtes en train de vous tromper. Les entraves, excusez-moi, mais les entraves qui font que l'Afrique aujourd'hui ne se développe pas ne sont pas dans les loges maçonniques. Les entraves sont ailleurs et sont sur le plan endogène. Mais est-ce que vous savez le mal que fait le tribalisme et la corruption dans nos pays? Mais je ne pense pas que les maçons sont partout là où il y a la corruption, que ce soit dans les douanes. Mais attendez, M. Badila. Si vous êtes d'origine congolaise, Congo-Brazzaville, si je vous posais la question, par exemple, étant président de la République du Congo, l'un des pays les plus riches du monde en termes de ressources du sol et du sous-sol, si vous prenez le cas du Gabon, si vous étiez à la tête du Gabon en tant que franc-maçon, vous arrivez par exemple dans ces 2 pays, prenez le cas du Gabon, vous allez voir que malgré des richesses énormes du sol et du sous-sol, mais le pays ne décolle pas depuis plus de 60 ans d'indépendance. Et c'est un pays qui est dirigé par des maçons. C'est le sens de ma question. Mais vous ne... Vous savez, moi, je comprends. Et moi, je vous dis, vous voyez, par exemple, là, je reçois plusieurs messages. Les non-francs-maçons, les non-initiés, ils ont bien retenu que la vocation de la maçonnerie, c'est de bâtir une société moderne. Bâtir une société moderne. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes à la tête d'un pays comme le Gabon, du Congo et les autres pays de l'Afrique francophone, qui ont des ressources, mais bâtissez des sociétés modernes. C'est le sens de notre question. Et pourquoi ces sociétés ne se connectent pas sur la voie de la modernité? C'est ça le sens. On va essayer d'avancer. On va essayer d'avancer puisque il nous reste à peu près une quinzaine de minutes avant de vous libérer. Très rapidement. Vraiment rapidement, oui, s'il vous plaît. Votre question est pertinente, mais je la comprends parfaitement. Mais nous dénonçons, je vous ai dit que vous avez des maçons dans l'opposition qui dénoncent. Vous avez des maçons dans la société civile qui dénoncent ceux qui sont au pouvoir. D'accord. Parce que nous avons des institutions, je vous l'ai dit tantôt, nous avons des institutions qu'on appelle les obédiences. Il n'y a pas une seule obédience africaine qui se soit prononcée pour le soutien de tel président en Afrique. D'ailleurs, ce n'est pas le rôle des obédiences. Mais je dis ceci. Oui, vous avez parfaitement raison quand vous dites que le rôle des maçons, c'est de bâtir, de construire, d'être dans la modernité. Vous avez parfaitement raison. Mais ceux de nos frères qui sont au pouvoir, qui ne font pas, qui ne privilégient pas la démocratie, mais nous les dénonçons. Lisez mes lectures. Lisez ce qui se dit. Vous avez, je vous l'ai dit, il y a de nos maçons qui sont dans les oppositions en Afrique. D'accord. Ils dénoncent. Voilà, mais M. Badila, nous n'approuvons pas cela. Nous n'approuvons pas cela, je suis d'accord avec vous. La maçon, c'est la modernité, je suis d'accord avec vous. D'accord. Nous allons essayer un peu d'avancer et j'aimerais que
que vous essayez, je sais que vous avez cette culture hein, dans la maçonnerie, cette culture synthétique, hein, il semblerait. Alors, la contribution, M. Badiala, de la franc-maçonnerie, cette contribution est-elle suffisante dans l'élévation, comment dirais-je, l'élévation spirituelle de l'homme africain pour s'écarter ou éliminer de toute forme d'idéal religieux local ou interne? Je crois que Jacques Roger, c'était un peu le sens de cette question qu'il vous posait. Est-ce que là, vous parlez au plan de l'individu ou vous parlez au plan de la collectivité? Au plan de l'homme africain. Le rôle du maçon pour la contribution de la franc-maçonnerie. Je vais synthétiser. Le rôle de la maçonnerie est simple, hein, c'est améliorer l'homme pour changer, pour améliorer la société. Mais pour améliorer la société, ce qui est important, il faut que vous ayez un homme éclairé à la tête du pays qui permette que les maçons puissent contribuer ou telle société civile puisse contribuer. Et quand vous avez des hommes, même lorsqu'ils sont pas maçons, qui n'ont pas compris le rôle de la maçonnerie, c'est un véritable problème. D'accord. Parce que nous faisons des synthèses, auxquelles d'ailleurs vous avez fait ici en tantôt. Mais il faut que ces synthèses-là parviennent aux décideurs. D'accord. Et si ces synthèses-là ne parviennent pas aux décideurs, les maçons ne peuvent pas faire corps avec la République. Moi, je suis de Brazzaville, comme vous dites. Vous savez, j'ai fait un article il n'y a pas longtemps, j'ai publié, où ça se passe il y a une semaine, où je dis, il y a un article, hein, moi je vais vous l'envoyer, où je dis que la maçonnerie en Afrique ne fait pas corps avec la République, alors que la maçonnerie devait faire corps avec la République. Parce que nous avons des propositions à faire dans le plan de la République. Mais quand vous avez à la tête de ces pays, ou de ce pays, un maçon, mais qui n'est pas ouvert à la franc-maçonnerie, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, tout le problème est là. Nous en sommes conscients. Nous sommes conscients de ce qu'effectivement, on ne peut pas être franc-maçon et fier de ce que nous voyons dans le pays. Et ça, on le dit tous les jours. Voilà. Bien. Merci, M. Badiala. Alors, les criminels nazis, comme vous le savez, M. Badiala, ont essayé de se cacher dans les églises. Peut-on dire que la franc-maçonnerie en Afrique francophone devient-elle un refuge des criminels en col blanc? Ou est-ce qu'on est tout simplement dans l'ignorance ou on s'embarque dans ce qu'on appelle, s'embarque-t-on dans l'émotionnel? Non, les maçons criminels existent. Je ne dis pas qu'ils n'existent pas, ils existent. Mais je dis encore, vous savez, ils ne sont pas nombreux. Vous avez parlé tout à l'heure du cas du Congo-Brazzaville, moi je suis Congo-Brazzaville. Et vous savez, au Congo, il y a plus de 1 millier de maçons. Et dites-moi combien de noms on entend qui sont maçons. Vous voyez? Donc, ce sont des hommes de qualité. Moi, j'en connais beaucoup qui sont des hommes de qualité. Mais on n'en entend pas parler parce que nous sommes dans des sociétés où les gens ne peuvent pas s'exprimer. Quand vous vous exprimez, même vous avez pour être maçon, mais vous avez des maçons qui sont en prison aujourd'hui en Afrique, justement, pour vous donner l'exemple simple. Hein? Mais tout le monde sait que, bon, parlons de Bokoko et maçon, mais il n'est pas en prison. Vous voyez, donc ça ne veut pas dire que nous sommes un conglomérat, où nous sommes un syndicat des initiés et qui défendons les dictatures dans les pays. Non, c'est complètement faux. En fait, c'est ça, ce que je veux dire, c'est que ne vous mettez pas ces idées dans la tête que nous sommes des syndicats, des initiés qui défendons les frères qui sont à la tête des États. Non, nous les dénonçons. Il n'y a qu'à lire, nous écrivons, il n'y a qu'à lire tout ça, que vous comprendrez que, bon, c'est vrai. Moi, prenons le cas de Brazzaville, mais dans l'opposition, il y a des maçons. D'accord, très bien. Alors, la franc-maçonnerie semble regorger de nombreux pratiquants empreints de mythomanie. Vous allez m'excuser de cette notion que j'utilise. Je voudrais vous demander, M. Badiala, est-ce que cette assertion semble-t-elle fondée? Laquelle assertion? On parle de la franc-maçonnerie qui semble regorger de nombreux pratiquants empreints de mythomanie. Mais je reviens encore sur la question. La
maçonnerie a pour seul objet l'amélioration de l'homme, pour améliorer l'homme pour changer la société. Et la base, c'est le mythe judéo-chrétien. Voilà. Donc, ce que vous apprenez dans le mythe judéo-chrétien, c'est ce que nous aussi nous apprenons dans la construction du temple de Salomon. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas inventer des choses qui n'existent pas. Moi, j'aimerais bien peut-être un jour, si vous êtes à Paris, moi, j'aimerais bien être avec vous. Je vous amènerai un livre sur lequel moi je travaille à mon niveau, qui est quand même le niveau le plus élevé de la maçonnerie. Je pourrais vous le laisser toute une journée. Vous ne ferez pas une seule page, on parle de maçonnerie ou des pratiques, je sais pas. D'accord. Mais quand je serai là-bas, vous pourrez me donner les références de cette... Je vous amènerai au Grand Orient de France. Nous irons nous asseoir pendant 2 heures à la bibliothèque. Je vous laisserai la bibliothèque. Les non-initiés peuvent aller à cette bibliothèque? Mais bien sûr, je peux vous emmener. J'en ai amené pas mal d'ailleurs. Ceux qui veulent, ceux qui sont curieux et qui étaient très regardants, qui tenaient les mêmes propos, mais je les ai amenés, qui sont convaincus, il y en a qui sont devenus même francs-maçons et qui sont heureux de l'être. Vous voyez, il faut pas rester dans des idées reçues. C'est comme ça que l'Afrique n'évolue pas. L'Afrique a du mal à comprendre que nous sommes dans un monde qui va vite. Aujourd'hui, c'est la technologie. D'accord. On est encore dans des considérations puériles. Le vrai problème de l'Afrique, en fait, c'est celui-là. Écoutez, mais nous sommes dans un monde planétaire aujourd'hui. Vous avez des formations partout. Que ce soit en France, que ce soit en Angleterre. Et comment vous allez isoler les formations africains? Non, il n'y a pas. L'objectif de notre émission, ce n'est pas pour isoler les formations, c'est pour comprendre un peu. Oui, nous vous avons dit que cette émission a un sens aussi pédagogique, ouais, philosophique. Alors, on parle de plusieurs, Monsieur Badila, on parle de plusieurs rites dans la franc-maçonnerie. Y a-t-il une universalité ou bien une pluralité des rites? Nous avons, ça dépend. Vous avez par exemple des obédiences qui n'ont qu'un seul rite. Bien. Vous avez des obédiences une obédience comme le Grand Orient de France qui a une douzaine de rites. Ils ont les rites français, ils ont les rites anglais. Et ce sont ces rites sur lesquels tous les maçons du monde travaillent. C'est-à-dire, moi, si je vais par exemple à Washington, où j'ai déjà travaillé, quand je vais dans les temples à Washington, je n'ai pas besoin d'amener une Bible. Je travaille avec les références, avec les ouvrages qui sont anglais. Si je vais à Londres, je n'ai pas besoin d'amener un livre. Si je vais visiter une loge ici, à Paris, je n'ai pas besoin d'amener un livre parce que le rituel qu'ils vont utiliser, ce sont les rituels que nous utilisons aussi en Afrique. C'est ça qui est l'universalité maçonnique, c'est ça. D'accord. Alors, il semble qu'il y ait une mauvaise interprétation négative de la franc-maçonnerie dans la société africaine. Je pense qu'on serait d'accord, puisque vous l'avez, vous-même si vous l'avez. Alors, voilà, justement, cette situation incombe-t-elle à un mauvais marketing de ses pairs? Non, nous, on n'a pas besoin de faire du marketing. Hein. La maçonnerie, elle est discrète. Et je pense que dans la vie de même, dans la vie de l'homme, la discrétion, c'est une qualité. On n'a pas besoin de bomber les muscles ou des pectoraux pour dire que bon, moi, je suis le plus fort. Non, ce n'est pas notre démarche, ce n'est pas notre méthode. Mais en fait, ce sont des gens qui doivent nous repérer. Hein. Par exemple, moi, je rentre dans un milieu, vous entendez que je vais dire que moi, je suis formation. Et ce ne sont pas des gens, moi, j'aimerais bien que les gens disent, tiens, M. Badila se comporte différemment. Tiens, M. Badila a cette qualité. Et partout où je suis passé, même lorsque j'étais dans la haute administration, et quand je me présentais en tant que responsable, en tant que chef, je ne me présentais pas en tant que maçon. Les gens devaient déceler en moi les qualités. Et ces qualités, moi, je vais les puiser dans la culture judéo-chrétienne, comme je vous l'ai dit. D'accord. Parce que si on était des sorciers, il n'y aurait pas. Il y a des religieux en maçonnerie. Et même là où vous ne pensez pas un seul instant. Il y a des maçons arabes.
voyez? D'accord. Et ça, il y a des écrits, les gens écrivent, je n'invente rien du tout. D'accord. Monsieur Badila, peut-on être franc-maçon et dictateur alors que cette philosophie, je cite, religieuse, semble fondamentalement fondée d'humanisme, c'est-à-dire le bien? Pardon, j'ai pas bien suivi. Peut-on être franc-maçon et dictateur alors, comme vous le savez, que c'est une philosophie Oui, religieuse et qui semble fondamentalement fondée sur le bien, c'est-à-dire l'humanisme. En fait, bon, vous reprenez sur ce que j'ai dit dans une première intervention, mais ce n'est pas moi qui l'invente, hein, c'est dans des manuels de référence, dans des manuels maçonniques. Oui. On ne peut pas être franc-maçon et dictateur. Ça, je le répète encore, mais ce n'est pas mon invention. Ça figure dans les livres et tout le monde, tous ceux qui sont francs-maçons, en principe le savent. C'est pour ça que je parle de trahison de l'esprit maçonnique. Est-ce que ceux qui trahissent votre philosophie religieuse, entre guillemets, vous les sanctionnez? Apparemment, non? Bon, je voulais quand même faire un rectificatif. Notre culture n'est pas religieuse, il faut bien séparer. La nuance qu'il y a entre l'Église... C'est une philosophie. La franc-maçonnerie est une philosophie religieuse, entre guillemets. Non, ce n'est pas une philosophie religieuse. La franc-maçonnerie, non, l'Église, il faut bien. L'Église, c'est une vérité révélée. La maçonnerie, nous sommes en perpétuelle recherche de la vérité. La nuance est fondamentale. Donc, ça crée de confusion. Vous avez des francs-maçons qui sont dictateurs alors que vous défendez l'humanisme et le bien. Alors, pourquoi la société africaine lui fait-elle incomber de tous les mots que nous avons évoqués? Mais c'est l'ignorance, je vous l'ai dit au départ. L'ignorance est la mère des vices. Donc, vous voulez dire que les attendez, donc vous voulez dire que les maçons deviennent-ils les maçons, ce sont les boucs émissaires, quoi, de nos sociétés, dans nos sociétés? Non, je ne dis pas ça comme ça. Moi, je crois qu'il faut utiliser des mots qui soient justes. Je dis seulement ceci. Vous savez, on ne peut pas fonder un pays par la base de rumeurs. Quand vous êtes aujourd'hui en Afrique, ce sont les rumeurs. Je crois qu'il y a un effort que nous devrons faire tous. On ne peut pas, les rumeurs ne peuvent pas permettre à un pays de se développer. Quand vous êtes dans une capitale en Afrique aujourd'hui, c'est les rumeurs. Alors, il y a quelque chose qui favorise justement ce comportement, c'est quoi? Mais c'est qu'il n'y a pas de liberté d'expression dans le pays. Vous êtes journaliste aujourd'hui, mais... Je suis pas journaliste, je suis animateur, parce qu'il faut corriger, je suis animateur d'une émission, je suis géographe de formation, enseignant. Parce que quand vous êtes dans un pays où les gens ne peuvent pas s'exprimer, c'est la rumeur qui prend le dessus. Mais quand vous avez la rumeur, ça va dans tous les sens. Que voulez-vous que messieurs qui vendent manioc au marché Total ou au marché de OSD viennent parler de la maçonnerie? Qu'est-ce qu'ils comprennent? D'accord. Mais il retient seulement parce que son cousin qui est médecin, et lui qui est ignorant, il lui a dit que les maçons, que c'est des homosexuels, eh ben, il va raconter ça dans la rue. D'accord. Mais le cousin, le parent ou l'ami qui est médecin n'a pas vérifié l'authenticité de cette information-là. D'accord. Bien. Merci, Monsieur Joseph Badila. Je voudrais poser une question que beaucoup d'auditeurs se posent aussi. Hein. J'ai essayé, parce que nous recevons beaucoup de questions. J'ai pris une question que j'avais déjà prévue et j'aimerais vraiment que vous nous répondiez avec toute la franchise, hein, toute la vérité maçonnique, s'il vous plaît. Alors, dans un gouvernement de type républicain, un franc-maçon peut-il travailler ou gouverner avec un non-initié? Bien sûr, cher, bien sûr. De façon libre. Mais bien sûr. Mais les maçons travaillent avec tout le monde. Ils ne sont pas sectaires. Un maçon ne peut pas être sectaire. Vous savez, un maçon est humaniste. Mais l'humaniste, c'est qui? L'humanisme, c'est quoi d'abord? L'humanisme, c'est aller vers l'autre.
tu existes, tu es franc-maçon parce qu'il y a l'autre qui n'est pas franc-maçon. Le maçon n'est pas sectaire, pas du tout. Ce n'est pas une secte, la maçonnerie. Nous sommes humanistes parce que nous allons vers les autres. Parce que si tu ne vas pas vers les autres, tu ne peux pas construire la société. Impossible. Donc, je dis, nous sommes des humanistes parce que, oui, nous pouvons travailler avec tout le monde. Et c'est pour cela que tout à l'heure, j'ai évoqué le mot de la laïcité. C'est-à-dire que tu reconnais un tel est musulman, tu reconnais qu'il est l'homme. Tu reconnais en lui l'humain qu'il représente. Ce qui est important pour le maçon, ce n'est pas ce qu'il a, mais ce que l'autre est. D'accord. C'est l'être. D'accord. Voilà. C'est pas ce qu'il possède, mais c'est ce qu'il est. D'accord. Hein? Le Kimuntu, comme disent, n'est-ce pas, les Bantous. C'est ça qui est très important chez nous. D'accord. Ce qu'il est. D'accord. Peut-on dire, M. Badila, que la franc-maçonnerie s'est-elle développée trop vite ou bien trop rapidement en Afrique noire? Pourquoi pardonnez-moi, pourquoi la franc-maçonnerie a pris une telle ampleur dans des pays comme le Gabon, le Congo, la Côte d'Ivoire? Est-ce que la franc-maçonnerie, vous me permettez, était la seule solution pour améliorer le bien-être des populations? Non, mais nous ne nous arrogeons pas le monopole de la connaissance. C'est ça aussi la maçonnerie. Quand on parle de la laïcité, c'est tout ça. Nous ne nous arrogeons pas le monopole de la connaissance. C'est pour cela que je disais tantôt que les maçons construisent avec les autres. Et ça, c'est primordial pour un maçon. Si un maçon ne reconnaît pas ça, il n'est pas maçon. Parce que l'humanisme, c'est aller vers l'autre. Vous savez, l'humanisme est né au XVe siècle. Pourquoi? C'est parce que ce sont des Blancs qui sont allés à la rencontre des Indiens, des Noirs, etc. Le mot humanisme est une invention du XVe siècle. Et à partir de ce moment-là, les voies se sont ouvertes. Et à partir de ce moment-là, il y a eu ce qu'on appelait le cosmopolitisme du XVIIIe siècle qui a été animé par les maçons. C'est-à-dire que le français pouvait se rendre en Belgique, etc., jusqu'à devenir, à créer ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne. C'est un débat également qui est parti de l'ordre maçonnique. D'accord. Donc par rapport à l'Afrique, vous savez, la maçonnerie a 3 siècles en Europe. 3 siècles. Plus de 300 ans. Et la maçonnerie africaine date des années 70. Et encore. Donc je pense qu'il y a un problème de temps aussi. La maçonnerie française a 3 siècles. La maçonnerie universelle a 3 siècles. Vous vous rendez compte? 3 siècles. Ça veut dire plus de 3 siècles. Mais j'ai vu que la maçonnerie a commencé en Afrique, c'est à la fin du 19e siècle. Hein? Non, la maçonnerie a commencé en Afrique. Disons, la maçonnerie est venue en Afrique. C'est pratiqué en 2 temps. Il y a eu la maçonnerie coloniale. Mais la maçonnerie coloniale qui a existé depuis les années 1900, et par exemple, le Congo, elle a fermé les loges en 1965 à cause de l'insécurité, puisque nous étions dans une période révolutionnaire. Et la maçonnerie africaine, disons que les premières obédiences créées par les Africains, c'est le Cameroun qui a eu la première obédience, c'est en 70. Donc, c'est pas si vieux que ça. Et le président Houphouët-Boigny, par exemple, vous êtes sûr que quand il était ministre sous l'Afrique occidentale, n'était-il pas maçon? Le président Houphouët-Boigny? Oui. Non, le président Houphouët-Boigny n'était pas franc-maçon. Donc, ce que je peux dire, c'est que tous les chefs d'État, ça c'est une étude que j'ai réalisée en 2004, d'ailleurs j'en parle dans mon premier livre, la plupart des maçons, plutôt des présidents qui étaient à la tête des États, étaient des rosicruciens. Et d'ailleurs, le président Gilbert Youlou était lui-même rosicrucien. L'abbé Youlou était rosicrucien. Ça, je peux vous le confirmer. Donc, la plupart, moi-même, j'étais d'abord rosicrucien. J'ai été reçu rosicrucien ici en 69. J'ai rencontré le président Bongo là-bas, qui était rosicrucien aussi. Et donc, tous ces chefs d'État étaient des rosicruciens. D'accord. Nous allons aller du côté des États-Unis. Jacques Roger, vous pouvez prendre le micro et certainement boucler cette émission puisque nous avons un peu débordé. C'est vrai qu'on s'excuse, nous avons commencé en retard. Donc, je vais vous poser 2 dernières questions avant de vous demander votre mot
de la fin, Monsieur Badila. Alors, considérons l'imaginaire collectif actuel. Suffit-il d'être maçon pour être éliminé dans la compétition politique? Faux. Vous êtes sûr? Mais vous savez, si c'était ça, moi, je serais aujourd'hui un homme politique. Vous savez, je vous l'ai dit au départ, c'est moi qui suis allé implanter la première loge maçonnique au Congo, mais je ne suis pas un homme politique. Mais ce qui ne m'empêche pas d'intervenir dans la cité en écrivant ou en disant ce nombre de choses. J'interviens, mais je suis un homme libre. D'accord, très bien. Jacques, avez-vous des questions? As-tu des questions à poser? Ou bien je vais poser une dernière question et demander le mot de la fin à M. Badila. Je voulais avoir votre réaction sur les francs-maçons qui se convertissent au christianisme. Et puis, vous demandez votre mot de la fin. Non, dans tous les cas, nous recevons les chrétiens comme les musulmans, mais le maçon qui n'est pas chrétien peut aussi devenir chrétien. Il n'y a pas d'incompatibilité. Et je reviens encore sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Notre mythe puise toute la substance dans la culture judéo-chrétienne. Et nous parlons de Jésus à un certain niveau de notre formation. Nous parlons de Jésus, nous parlons de Pythagore, nous parlons de Bouddha, nous parlons des philosophes chinois. Mais nous sommes l'universalité. Nous sommes le creuset de la formation de l'homme, de l'humain. D'accord. La seule chose que nous ne pratiquons pas, c'est la sorcellerie. Elle n'existe nulle part dans nos travaux. Monsieur Badila, on reviendra. Vous êtes en train de nous faire un scoop que vous ne pratiquez pas la sorcellerie dans la franc-maçonnerie. C'est un scoop. C'est un scoop, apparemment. Pardon? C'est un scoop ou bien c'est une information que vous donnez que la sorcellerie n'existe pas dans la franc-maçonnerie? Ah non, mais ça, vous pouvez le vérifier. Non, je demande aux auditeurs, aux auditrices, d'aller acheter des ouvrages maçonniques. Et s'ils trouvent le mot la pratique de la sorcellerie, eh bien, appelez-moi, nous en débattrons. D'accord. Votre mot de la fin? Certains qui n'en trouveront pas. Votre mot de la fin? Moi, j'ai puisé pratiquement tous les documents de référence de la maçonnerie et je n'ai pas vu une seule fois le mot sorcier. Bien, et merci. Je n'ai pas appris à devenir sorcier non plus. Bien, merci, Monsieur Badila, d'avoir accepté notre invitation. Mais avant de vous libérer, est-ce que vous pourriez nous présenter votre mot de la fin rapidement? Écoutez, moi, franchement, j'étais très heureux de cet échange, hein, parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, nous sommes des humanistes, hein, il faut aller vers les autres. Et je pense que nous avons besoin de ce genre d'émission pour faire un peu de pédagogie. Et pour que ceux qui ne sont pas francs-maçons ne considèrent pas que les francs-maçons sont devenus vraiment les hommes à abattre. C'est loin de là. Nous sommes dans la société, mais nous contribuons aux œuvres caritatives, nous contribuons à la société civile, nous contribuons aussi bien, disons, aux démarches qui consistent à permettre à l'être humain de s'exprimer et d'exister dans la société. En tout cas, moi, je vous remercie très sincèrement, parce que j'espère que nous aurons l'occasion, peut-être, de revenir sur ces questions qui me paraissent tout à fait essentielles. D'ailleurs, regardez aujourd'hui, ça fait 3 siècles que la maçonnerie est en Europe. Monsieur Badila? Bien, nous avons perdu notre invité. En tout cas, nous arrivons au terme de cette émission. Alors, j'encourageais votre point de vue sur cette émission. Vous avez appris beaucoup de choses? Bien, merci.